l'Assemblée nationale, reçu par M. Pierre-Alain Raffan, député de La République En Marche, pour aborder la sortie de son nouveau livre « Intelligence artificielle et démocratie ». Bonjour Monsieur Raffan, on vous remercie de nous recevoir. Bonjour. À l'Assemblée nationale. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Raffan, vous êtes élu député de La République En Marche en 2017 à la 10e circonscription de l'Essonne, passionné de sport, de taekwondo plus précisément, de musique et de sciences des organisations humaines et sociales. Vous avez effectué des travaux de recherche et une thèse sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Ai-je oublié quelque chose? Non, pas encore. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ou nous définir ce que c'est l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs définitions possibles, mais pour simplifier vraiment les choses, en fait, ce sont des techniques qui permettent de simuler l'intelligence naturelle. Donc c'est tout ce qui n'est pas naturel, et ce qui est répété par des ordinateurs, des algorithmes ou des machines pour pouvoir simuler notre intelligence. Okay. On a eu la possibilité de parler aux citoyens, voilà, tout simplement, en leur demandant, en leur posant une question, qu'est-ce que c'était l'intelligence artificielle? On vous laisse regarder écouter la réponse. Pour moi, l'intelligence artificielle représente l'avenir doté d'un environnement autonome. Avez-vous confiance en celle-ci? Oui, du moment où c'est entre de bonnes mains. L'intelligence artificielle ou l'IA a pour but d'imiter le comportement d'un humain. L'intelligence artificielle, c'est donc une multitude de données qui sont regroupées dans un logiciel informatique qui va servir à créer des machines. Les machines, elles vont pouvoir suivre le programme qu'aura construit l'humain derrière et suivre les tâches successivement comme l'humain aura programmé le logiciel. Donc si je devais donner un exemple, ça serait par exemple la voiture autonome. Alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est toutes les machines qui vont être dotées d'une intelligence extra forte. Donc pour donner des exemples, ça peut être nos smartphones, nos téléconnectés, nos enceintes, etc. Donc toutes les machines avec lesquelles on va pouvoir avoir une interaction, demander une action comme éteindre la lumière, mettre une musique, ou même des demandes d'informations, que ce soit sur l'actualité ou la météo de demain, peu importe. Donc dans un sens, voilà, je trouve ça vraiment chouette parce que voilà, c'est des innovations technologiques super importantes qui sont réalisées par l'être humain, donc c'est vraiment bien. Et je vais pas mentir, je l'utilise au quotidien, voilà, ces petites aides. Mais je pense que je ne suis pas la seule à m'inquiéter sur un sujet qui concerne plus la récolte de nos informations. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de données qui sont récoltées par rapport à nos comportements, ce qu'on aime, voilà, notre quotidien, etc. Donc où vont ces données? Comment elles vont être utilisées? Par qui? Donc je pense que c'est peut-être voilà, la question que pas mal de monde se pose. On ne trouve pas forcément de réponse, que ce soit sur le net ou autre. Et aussi, aussi l'autre inquiétude, on va dire, c'est la peur de voir peut-être des métiers disparaître. Voilà, voir des robots faire des choses à la place de l'être humain. Donc voilà, ça peut être inquiétant. Mais sinon, si ça peut aider certains domaines, comme le domaine médical ou autre, je trouve ça vraiment génial et vraiment important. Donc voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, ça regroupe un peu tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il se trompe? Chacun a sa définition. Mais c'est compliqué. On a lancé aussi des études pour connaître d'ailleurs le rapport des Françaises et des Français avec l'intelligence artificielle et qui ont été réalisées par le cabinet Occurrence. Et en fait, on s'est rendu compte d'énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y avait un fossé entre la définition globale, où beaucoup de personnes arrivaient, 8 Français sur 10 arrivaient à en donner une définition. Et plus on allait dans la technique, forcément plus on s'éloignait. C'est-à-dire que quand on arrivait sur les termes de deep learning ou apprentissage profond, par exemple, forcément, il faut rentrer dans la technique, c'est plus difficile. Donc il faut être un vrai spécialiste pour pouvoir donner sa définition. Mais les définitions qu'on nous donne sont tout à fait acceptables. Alors, Monsieur Raffan, au sein de l'Assemblée nationale, vous avez rédigé une proposition de loi pour intégrer une charte reprenant les lois de la robotique d'Isaac Asimov dans la Constitution. Quel est le but de cette loi? Le but de proposer cette loi, c'est de faire parler du sujet. À chaque fois que j'évoque le sujet dans les réunions publiques, la première réaction, en tout cas, c'est de la peur. Parce qu'on nous dit, c'est des robots, l'intelligence artificielle, ça va piquer mon travail.
Donc on a une réaction un peu délicate sur ces sujets. Donc pour pouvoir faire parler du sujet, on s'est dit on va reprendre des choses existantes, donc les principes d'Asimov, ça relève du bon sens, hein. C'est de dire que les algorithmes ou les robots sont plus là pour préserver l'humain que le détruire, tout simplement. Et donc on s'est dit qu'au regard de l'impact de ces nouvelles technologies, pourquoi pas intégrer dans la Constitution le fait que ces technologies servent l'humain et ne soient pas là pour détruire l'humain ou détruire ou ne pas améliorer en tout cas le quotidien. Donc ça a fait parler du sujet, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui étaient d'accord ou pas d'accord avec ce sujet d'ailleurs. Et on va peut-être remodeler la première proposition et en faire une qui plaît au plus grand nombre. Mais l'idée c'est de faire parler du sujet et de garantir et de poser un cadre éthique sur ces technologies. Vous venez donc de publier aux éditions Librinova, C'est ça. un livre intitulé Intelligence artificielle et démocratie. Voilà, on peut voir là ici et qu'on verra un peu plus tard à l'écran aussi également. Le choix éclairé existera-t-il au XXIe siècle? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ce que je voulais préciser déjà, c'est que c'est un livre qui est issu des travaux de recherche que j'ai fait sur le sujet. Et pourquoi on a posé cette question? Le choix éclairé existera-t-il encore au XXIe siècle? C'est que ces nouvelles technologies, elles ont un impact, et on l'a très bien vu notamment pendant la période du confinement, sur tous les pans de la société. Sauf que l'intelligence artificielle ou ces algorithmes ont maintenant une puissance qui était même inespérée il y a quelques années. Et cette puissance, qu'est-ce qu'elle fait? On est tous connectés avec des téléphones, avec des voitures connectées, il y a des vêtements connectés maintenant. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près, et c'est Gartner qui l'a dit, il y a entre 50 et 80 milliards d'objets connectés dans le monde. C'est en moyenne 6 objets par personne. Et dans chaque objet, c'est des données que vous envoyez, de manière volontaire ou involontaire, à des grandes entreprises qu'on appelle les data brokers, qui les prennent, ces données, qui les enregistrent et qui font des fiches sur vous. Donc on vous connaît très bien, et vous ne savez pas forcément qu'on vous connaît. Absolument. Et ces entreprises, elles ont jusqu'à 5000 types d'informations différents par personne. Vos critères physiques, vos préférences de consommation, vos préférences sexuelles, religieuses, tout est... Et à quoi ça sert, ça? Il y a des entreprises privées qui achètent ces données-là et qui vous profilent pour vous vendre des produits ou pour vous afficher des informations. La manière dont on se renseigne à l'heure actuelle, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux. C'est pas vous qui priorisez les informations. On le fait pour vous. Les moteurs de recherche, c'est pas vous qui priorisez les informations. On le fait pour vous. Mais quand vous prenez le cas du moteur de recherche le plus connu, mais le plus utilisé de la planète, quand vous tapez la moindre recherche, vous avez potentiellement 80 millions de résultats potentiels. Et c'est juste une partie d'Internet. Mais sur ces 80 millions de résultats, vous allez en consulter combien? Même pas un dixième. Est-ce que vous allez même au-delà de la 3e page de... Nous, en tant que journalistes, notre métier... Peut-être les journalistes vont un peu plus loin. Mais dans le commun des mortels que nous sommes, on va sur la première page ou la 2e. C'est-à-dire qu'on va avoir 20 résultats sur 80 millions. Qui les priorise, ces résultats? C'est pas vous. On ne sait pas comment c'est fait. Et c'est avec ces 20 résultats que vous allez vous faire vos propres opinions, que vos amis, que vos collègues vont faire aussi leurs propres opinions. Et c'est-à-dire qu'on n'aura pas, en tout cas, l'ensemble des informations sur la table pour faire nos propres choix. Donc c'est pour ça qu'on se pose cette question. Justement, Monsieur Raffan, vous posez cette question, et on l'a mis ici, intelligence artificielle et démocratie, le choix éclairé existera-t-il au XXIe siècle? Est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que vous-même avez trouvé cette réponse dans le livre? C'est difficile de répondre directement. En fait, il existera si on prend les mesures nécessaires. Si les États qui ont la responsabilité vis-à-vis des générations futures se disent il y a un danger démocratique, donc je mets en place un programme éducatif pour que chacun ait conscience de ce qui se passe. Donc on vous donne les clés de lecture et qu'on l'intègre, ça s'appelle l'économie de la donnée, l'économie de l'attention, les usages numériques ou décryptage d'informations. Ça, il faut que ce soit intégré dès le plus jeune âge, à l'école. Il faut former aussi donc les professeurs qui enseignent aux enfants. Il faut que collectivement, on commence à se réveiller sur ce qui se passe sur ces sujets-là. Et après, pourquoi pas qu'on développe des alternatives ou des outils qui nous permettent intellectuellement d'avoir tous les choix sur la table et de nous faire notre propre idée, sans qu'elle soit dictée par des entreprises privées étrangères.
Vous l'avez dit il y a quelques minutes que ce livre était issu de votre thèse sur l'intelligence artificielle et démocratie. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Qu'est-ce qui vous a amené à le choisir? Il y a plusieurs sujets. C'est que dans mon passé, j'ai travaillé dans une grande entreprise où on parlait de big data. Et on a vu qu'avec ces données-là, on pouvait faire énormément de choses. Les faire parler entre elles, faire émerger des modèles qui n'étaient pas intuitifs pour nous, mais la puissance de ces algorithmes faisait en sorte qu'il y avait une chose. Et puis après, il y a eu différents événements. Il y a eu le scandale de Cambridge Analytica, qui a eu un impact sans conséquence sur des élections, et ces élections modifient le monde à terme. Là, il y a eu Donald Trump, il y a des impacts sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui sort des accords de Paris, par exemple. Il y a un impact sur l'environnement, qui supprime des accords avec Cuba. Donc il y a des pays qui en souffrent, qui suppriment l'Obamacare. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles n'avaient pas justement cette protection sociale. Donc le fait d'avoir, entre guillemets, manipulé des gens avec ces données-là ont un impact sur des vies, ont un impact sur l'avenir du monde. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, finalement, l'évolution de ces technologies, si elles ne sont pas cadrées, auront un impact sur la démocratie et nos modèles démocratiques. Beaucoup de gens pensent que disparition des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une fracture sociale entre ceux qui sont pragmatiques et une caste plus aisée qui peut mieux comprendre l'utilité de l'intelligence artificielle? Il y a un risque, mais il y a un risque si on ne fait rien, parce que tout risque peut être réduit à partir du moment où on a cette analyse et qu'on mène les actions nécessaires. L'OCDE estime qu'il y a, dans les 10 ans à venir, 10 millions d'emplois qui seront touchés par ces nouvelles technologies. Est-ce qu'ils vont être détruits? Est-ce qu'ils vont être transformés? Mais potentiellement, si on ne s'y prépare pas, ça fait 10 millions de chômeurs. Ouais. Est-ce qu'on en a besoin en ce moment? Non. Non. C'est pas le moment. Donc nous, ce qu'on préconise, et donc ce qu'on pousse auprès du président de la République, il est très sensible à ces sujets et au ministère concerné, c'est de mettre en place, alors au-delà de la partie éducation dont on a parlé, qu'on prépare chaque entreprise, les TPE, PME, ETI, les grands groupes sont prêts déjà, ils n'ont pas besoin de ça, ils font de la veille permanente, mais que chacun puisse réfléchir à l'évolution de son métier en complémentarité des nouvelles technologies. Ce qui fait qu'on va adapter la formation continue, les formations professionnelles, et il y aura une transition douce. Il faut préparer tout le monde. Et on veut préparer aussi ceux qui n'ont pas accès à ces formations numériques. Que ce soit parfois dans des niveaux sociaux où on n'a pas accès à cette éducation. Nous, on veut justement aller implanter des écoles spécifiques dans ces zones-là, ou en ruralité ou autre, pour dire mais le numérique, c'est accessible à tout le monde peut en faire, on n'est pas obligé d'être Bac+12 pour en faire. Et si vous maîtrisez ces outils-là, alors vous pourrez être employable et autonome dans votre vie professionnelle sur le long terme. L'université de Nanyang, excusez-moi, à Singapour, a une réceptionniste qui est un robot et qui se rappelle des noms qui accueillent les gens et se souvient de toutes les demandes, ce qu'un être humain n'est pas capable de faire. Que va-t-il se passer dans 50 ans d'après vous? Est-ce que l'homme sera capable de rivaliser avec l'ordinateur? Il n'a pas à rivaliser. Ce serait une erreur de le faire. Si on crée des outils, c'est pour nous soulager. Il y a une phrase qui m'a marqué, qui est une phrase de Fei-Fei Li, qui est la grande patronne de l'intelligence artificielle chez Google, et qui dit que les machines sont précises, rapides mais stupides, et que les humains sont négligents, lents mais brillants. Et ce qu'il faut faire, c'est de travailler la complémentarité entre ce qu'on n'a plus à faire, parce qu'il y a des métiers qui sont difficiles, qui détruisent, parce qu'il y a une souffrance aussi au travail, de porter des charges lourdes et autres. Il y a des tâches répétitives qu'on ne veut plus faire. Enfin, ça n'a plus de sens au XXIe siècle de dire je prends des données dans un fichier Excel et dans un machin et je les mets ensemble et puis je remets la bonne... Enfin, qui est passionné de faire ça? Personne. Donc autant laisser ces tâches-là redondantes aux machines et nous, on va se baser sur ce qu'une machine peut pas faire. La créativité, une réflexion, la sensibilité, le magnétisme humain, l'empathie, voilà, tout ça, une machine ne sait pas, en tout cas, encore le faire. Donc autant qu'on se réoriente tous sur ces sujets-là qui correspondent à nos caractéristiques et qu'on laisse tout ce qui est Mais un peu embêtant à la machine. Si toute cette technologie tombe entre de mauvaises mains, des êtres humains malveillants qui peuvent justement s'en servir pour... vous, ça ne vous fait pas peur? Mais c'est comme tout outil. Tous les outils que vous utilisez, même dans le quotidien, vous prenez un couteau, un couteau, vous pouvez manger avec et puis vous pouvez faire autre chose. Ouais.
Et c'est pour ça que nous, on veut poser un cadre global, alors déjà au niveau de l'Europe, puis après au niveau international, pour éviter qu'il y ait des dérives. Donc l'idée, c'est de préserver le vivant, l'humain et la planète. Alors après, on a des régions dans le monde qui ont des approches absolument différentes. Il y a des approches militaires, il y a des approches de surveillance de masse, il y a des approches de concurrence d'État par des sociétés privées. Et ben, nous, on ne veut pas tout ça. On veut que ça, justement, ce que vous disiez juste avant, que ça serve au développement humain, à la préservation de la nature. Quand on parle de ces pays, parlons un petit peu de la Chine, qui a un plan de subvention de l'intelligence artificielle à hauteur de 22 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela évoque-t-il? Est-ce que la France, et prendre exemple pour l'intelligence artificielle? La réponse est claire, non. Non. D'accord. Pour quelle Pour raison? 2 raisons. D'une, on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Donc, mettre 22 milliards, et c'est pas 22 milliards, hein, c'est beaucoup plus. Là, il y a l'État chinois, il y a les sociétés privées chinoises. Il y a une société privée qui, il y a quelques jours, a annoncé un plan, accrochez-vous, de 700 milliards de dollars en investissement sur l'intelligence artificielle. Une société privée chinoise. Ah oui. Okay. On est très très loin. Le plan de relance européen post-Covid, c'est 500 à 600 milliards pour 27 pays pour toutes les thématiques. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans cette concurrence financière. On n'en aura pas les moyens. Par contre, il y a 2 choses qu'on sait faire. D'une, on sait réguler, comme le règlement général sur la protection des données. C'était courageux de le faire. C'est même apprécié dans d'autres zones du monde. Donc ça, on sait réguler. Parfois trop, mais en tout cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait créer, enfin la France et l'Europe, parce que là, il vaut mieux parler à l'échelle européenne, on voit qu'on a tous les talents, on a tous les cerveaux qui sont d'ailleurs très enviés à l'étranger, qu'on appelle la fuite. La preuve est devant nous, monsieur. C'est vous, c'est tout le monde. Et donc, c'est-à-dire que ces cerveaux-là, on arrive à faire des paris, à inventer des choses que les autres ne font pas. Donc, on doit parier sur notre créativité, notre ingéniosité et notre capacité à réguler pour protéger et en fait traduire nos valeurs dans ces nouvelles technologies et non pas arriver dans une concurrence qui n'aurait pas de sens au niveau financier. Monsieur Raffan, Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Google représente 90% des recherches mondiales. La capitalisation boursière d'Apple dépasse les 1000 milliards de dollars. Ces géants ont non seulement un énorme pouvoir économique, mais aussi un pouvoir sociétal sans précédent. L'intelligence artificielle et les algorithmes principalement, construits par les GAFA, ont déplacé le centre de contrôle des informations des gouvernements vers leurs plateformes sans aucune résistance. N'est-ce pas dangereux pour nos démocraties? Il y a un risque. Et c'est toujours le même. Ce qu'on dit dans la thèse, c'est que finalement, il y a ces données-là et ce pouvoir-là démocratique est partagé entre 3 grandes familles. Il y a les institutions, ou les États, il y a les citoyens, il y a les entreprises privées. Et donc pour l'instant, le pouvoir de la donnée, il est du côté des entreprises privées. Nous, ce qu'on veut par les politiques qu'on essaie de mener, c'est de remettre la balle au centre. C'est-à-dire que comme tout est lié, on ne peut pas rentrer en concurrence. Les citoyens ne vont pas rentrer en concurrence avec les États, avec les entreprises. Voilà, c'est un cercle vertueux. Par contre, en mettant ces règles et en créant, en éduquant, même dans nos propres usages, on va apprendre à se protéger. Si on prend nos téléphones, si vous avez laissé vos données de géolocalisation ouvertes et sans le savoir, forcément vous envoyez des données, et ces données, on s'en sert contre vous. Donc, plus on va éveiller chacun sur ces sujets et comprendre ces usages, plus on va déjà choisir, parce que la souveraineté, c'est avoir le choix. Et la souveraineté des États, c'est avoir le choix de dire ça j'accepte pas. Ou je développe aussi d'autres alternatives dans des outils qui permettent aussi de donner le choix aux citoyens. Donc il y a toute une politique à mener, parce qu'en effet, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, toutes les données sont détenues de manière volontaire ou involontaire par ces entreprises. On dit souvent que plus l'intelligence artificielle est autonome, moins le décisionnaire a le contrôle. Mais quand on voit et quand on pose des questions aux citoyens français, ils ont un regard très prudent, ils ont peur, ils ne savent pas trop comment se placer, où se placer, et s'il doit avoir une approche positive. Quelle est la démarche que vous, en tant que député,
Et à travers aussi votre livre, vous êtes susceptible de transmettre pour pouvoir apaiser les craintes et essayer de rassembler un petit peu tout le monde vers cet objectif-là. Alors c'est vrai qu'on est nombreux à le faire, hein, et fort heureusement je ne suis pas le seul, mais d'autres l'ont fait bien avant moi. L'idée c'est d'en parler. Et d'en parler, pourquoi? Pour rassurer. Parce que très souvent, dans ces sujets-là, on a quoi comme référence? La science-fiction. Oui, Terminator. Absolument. Généralement, on parle beaucoup de Terminator. On a la science-fiction, donc, que ce soit dans des livres ou dans des films, on dit, bah, tiens, regardez, on va nous détruire, le robot... voilà. À l'heure actuelle, il n'y a aucun robot ou aucun algorithme qui est capable de prendre la main sur l'humain. Hein, on n'est pas dans l'intelligence artificielle forte où le robot développe son propre esprit. Ça n'existe pas à l'heure actuelle, et je pense qu'il faudra déjà des années et des années avant que ça puisse arriver, si toutefois c'est possible. Et à quel but? Parce qu'il faut savoir que tous ces développements, ça pollue aussi, ça va en incohérence avec les objectifs de développement durable et l'accord de Paris. Donc ça, c'est des vrais sujets. Alors après, qu'il y ait des personnes qui se disent moi, je veux être le maître du monde et je développe. Il y en a sur la planète, ok. Mais alors déjà, ces personnes-là sont très sensiblement sous surveillance. Hein. Mais on n'est pas sur ce sujet-là. Donc nous, notre but, c'est de rassurer, de dire voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, voilà ce qu'on peut en faire. Et l'idée, ce serait qu'on choisisse collectivement ce qu'on veut en faire. Et donc ça, il faut faire des débats. Pourquoi pas faire une convention citoyenne sur le numérique, hein, comme on l'a eu sur le climat, dire il y a le sujet de la reconnaissance faciale, il y a l'impact sur le travail, il y a l'impact dans l'éducation, ou dans la vie. Et si on doit mettre les moyens dans notre recherche, notre technologie, on le met sur quoi? À vous, citoyens, de décider. Et donc il faudrait qu'on entre dans cet exercice-là. Elon Musk, vous savez très bien qui c'est. Ça m'évoque quelque chose. Alors, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir à une table et à discuter avec ces chefs d'entreprise de ce type et pouvoir tenter de trouver des solutions pour pouvoir démocratiser l'intelligence artificielle? Je serais passionné de pouvoir le faire. Ouais. Je suis pas sûr que l'inverse soit réciproque. Quoi. Parce que pour vis-à-vis d'un Elon Musk ou ces grands patrons des grandes entreprises. Il fait beaucoup de prévention. Enfin, officiellement, il le dit. Après, peut-être qu'officieusement, il y a peut-être un autre discours, il y a peut-être un double discours. Il tente de sensibiliser un maximum sur l'autonomie de l'intelligence artificielle. Elon Musk est une personnalité absolument intéressante. Ouais. C'est vrai, de pouvoir échanger, ça reste un moment dans une vie qui est assez rare. Mais quand vous voyez son processus de carrière, quelqu'un qui se dit bah tiens, je vais inventer ou co-construire PayPal et qui réussit, qui se dit bah tiens, je veux des voitures électriques, qui fait Tesla et qui réussit, qui se dit tiens, je vais envoyer des fusées réutilisables, il faut avoir l'idée déjà, et qui réussit. Bon là, sa dernière entreprise... Des fusées réutilisables. Bah oui. Il va vraiment fort. Et sa dernière, la société dans laquelle il a investi, elle s'appelle Neuralink. Neuralink, c'est qui veut implanter des puces dans des cerveaux humains pour qu'on puisse communiquer avec les machines. Bon bah s'il a réussi les 3 premiers projets, on peut s'interroger sur la suite. Et c'est là que ce serait intéressant de discuter avec Elon Musk pour savoir s'il est en tête et voir comment on peut travailler ensemble. Alors là, on va parler de Montesquieu, qui a élaboré la doctrine de séparation des pouvoirs, qui vise à clairement distinguer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc le problème que les réseaux sociaux sont devenus trop grands pour être réglementés par un tiers neutre ou un gouvernement. La seule option que nous ayons est de faire confiance à Mark Zuckerberg, Larry Page et Sergey Brin. Est-ce que notre sort est entre leurs mains? Non. Parce qu'ils détiennent quand même des... Mais vous savez, ils filtrent déjà les informations pour nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est eux qui décident, entre guillemets, d'ordonnancement des informations qui sont mises devant nos yeux. Et d'ailleurs, il y a un docteur Kosinski à Stanford qui a démontré qu'en analysant 10 de vos likes, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues, 100 de vos likes mieux que votre famille et 230 de vos likes, l'algorithme vous connaît mieux que vos conjoints. Tellement ils enregistrent d'infos, tellement ils ont la mémoire sur le long terme. Donc forcément, ils ont ce pouvoir-là de la donner. Maintenant, ce ne sont pas des États, parce qu'ils n'ont pas l'usage de la force. On a vu ce qui s'est passé récemment avec
le président Trump et Twitter lorsqu'il a été sanctionné, où ils ont refusé de... Avec la volonté de modération. Ils Oui, peuvent c'est ça. justement, ils peuvent... Je pense que ces oligopoles, comme on les appelle, doivent prendre conscience maintenant de leur impact sur le monde. Donc en effet, ils ont une responsabilité de ce qui se passe. Et on ne peut pas laisser naturellement des messages de haine qui mettent de l'huile sur le feu, qui peuvent déclencher des guerres à terme, laisser filer tout en se disant, moi je ne suis qu'une plateforme, je ne suis pas responsable de ce qui s'y passe. Et bien si, il y a une forme de responsabilité de ce qui se passe dans ces plateformes. Donc, et ça c'est aux États justement de réguler. On tente des choses. En France, il y a la loi Avia, il y a eu le RGPD, on tente des choses, et même Mark Zuckerberg invite les États à mieux encadrer les choses, à mieux réguler, parce que ça aidera aussi ses propres entreprises à ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'à terme, quand il y aura, et on l'a vu, les drames à Christchurch et compagnie, et ben ça met aussi à mal l'entreprise en tant que telle. Si on laisse de la haine perpétuelle avec des messages dont on taira pour ne pas justement les supprimer de notre bel échange, et ben, si ça on les laisse passer sur les plateformes, c'est une responsabilité, et donc il y a une co-responsabilité à faire entre les États, les entreprises et les citoyens, parce que ces entreprises sans les utilisateurs ne sont rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes, les fondateurs de ces plateformes, sont aussi puissants que des États même ou des gouvernements? Non, ce que je dis, c'est qu'ils ils ont un pouvoir, évidemment, parce que ils nous donnent des outils super sexy, c'est très sympa de les utiliser, de communication, qui peuvent avoir une très belle valeur dans certaines situations, mais ils n'ont pas l'usage de la force, ils n'ont pas l'usage d'une régulation, et c'est pas eux qui vont vous faire vivre. Ils vont pas vous aider à créer un emploi, ils vont pas... C'est pas un État. Alors c'est puissant parce qu'il y a de la donnée, mais ça n'est pas un État. Et on va pas voter pour eux, il n'y a pas de vote. On ne dit pas, tiens, on va aller élire le président de Facebook. Il ne s'est pas présenté. Hein, bon. Donc ce serait une erreur de les comparer. C'est malheureusement ce qu'on fait souvent. Par contre, on ne peut pas faire sans. Un État ne peut pas faire sans. Un citoyen peut moins faire sans. Parce que maintenant c'est rentré dans les us et coutumes, comme on dit. Donc ça fait partie de la globalité du système. Parce qu'on a vu quand même leur impact, gouvernement, évidemment. Des révolutions, etc. Revenons en France, pour être beaucoup plus précis. Il y a eu beaucoup de réticence à adopter l'utilisation de l'application Stop Covid. On a vu que durant la première journée de la sortie de cette application, il y a eu plus d'1 million de téléchargements, et 24 ou 48 heures après, il y a eu pas loin de entre 400 et 600 désinstallations d'applications. Pour résumer tout ça, et la solution pour éviter que le citoyen pense qu'il y a de la manipulation derrière cela? Ça reste la transparence, l'acculturation et l'éducation. C'est le paradoxe français, et peut-être un paradoxe humain. C'est-à-dire que quand une application est développée par l'État, on a l'impression que c'est Big Brother, qu'on va nous fliquer, que c'est là pour profiter. Stop Covid, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de géolocalisation. On ne sait pas où vous êtes et quand, en fait, c'est ultra crypté, et l'État n'a pas accès aux données. C'est juste pour accélérer un processus humain déjà existant. Ce qui est fait à la main par les agences régionales de santé va être accéléré par une application. Et donc certains rejettent ce type d'application, et par contre vont sur Facebook, vont sur Twitter en disant je suis malade, je donne mes données de santé, je montre toute ma famille, je montre ce que je fais, ce que j'achète, là où je suis en vacances, quand je suis en vacances, qui sont mes amis. Et là, ces données, par contre, elles sont bien enregistrées. Quand vous montez aussi dans votre voiture et votre téléphone, sans que vous n'ayez rien demandé, vous dit vous arriverez à votre travail dans 47 minutes, alors qu'on ne sait même pas si vous allez au travail, c'est qu'il s'est dit tous les mardis matins, quand il monte, c'est qu'il va au travail. Et puis le soir, quand vous rentrez, c'est dans 7 minutes, vous pourrez arriver à votre salle de sport. Mais c'est parce que les données, elles sont... C'est très pratique tout ça, mais c'est bon aussi, ça fait pas peur. Mais évidemment que ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça se passe, quels sont les modèles économiques de ces entreprises, et de se dire, il y a des choses que je peux accepter, que j'aille au sport tous les mardis soirs, le monde s'en fout, mais il y a des choses que je ne veux pas accepter. Et donc, c'est là où je dois reprendre le contrôle en tant que citoyen sur les données que je veux laisser passer ou pas.
Et oui, si on laisse faire tout seul, oui, on peut avoir une certaine crainte, d'accord. Des fois, même sans même avoir fait une recherche à propos d'un sujet, c'est-à-dire un article que vous aimeriez acheter ou quoi que ce soit, même si vous en parlez autour de vous, vous allez retrouver des suggestions lorsque vous allez vous connecter via votre téléphone. Mais j'espère déjà que vous n'avez pas d'enceinte connectée chez vous. Ben si. Voilà. D'accord. Ça enregistre. Si une enceinte arrive à reconnaître un mot-clé, c'est qu'elle enregistre tout le temps pour repérer ce mot-clé. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a 3 mois de ça, ou 4 mois, il y a une enceinte qui a été témoin dans un procès. Ah, d'accord. La juridiction, les juges américains ont demandé à un oligopole qui a produit cette enceinte d'avoir accès aux données de l'enceinte à un certain moment pour innocenter ou accuser quelqu'un. D'accord. On va loin là quand même. Ah oui, très très Donc, loin. oui, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir conscience de ce qui se passe et puis d'être très vigilant. Accepté. Là, vous venez de résoudre un mystère, parce que je sais, mais comment ça se fait qu'on parle voilà, entre nous d'un objet et après je trouve des propositions. C'est pas de la magie. Des annonces Loin de là. publicitaires. C'est pas de la magie. Ah oui, ça va très très loin. Alors, quelles sont les solutions? Quelles solutions avons-nous? Comment pouvons-nous reprendre le contrôle pour éviter toute forme de totalitarisme? 1. Éduquer, acculturer. Ça, on l'a dit tout à l'heure, dès le plus jeune âge. Et jamais lâcher, parce qu'il y a des choses qu'on oublie de temps en temps, mais de rappeler régulièrement que ça existe et qu'il y a des modèles et qu'il faut en avoir conscience. Que ce soit quand je suis très jeune ou tout au long de la vie. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, moi, je ne vais pas faire des déclinaisons techniques de comment intégrer des modules à l'éducation nationale. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais pourquoi pas l'intégrer justement? Mais il faudrait, là, nous on pousse à ce que ce soit intégré, on pousse à ce qu'on en parle. Justement. Exactement. À ce qu'on en parle dans le quotidien au travail, à ce qu'on en parle même dans la ville, quand il y a des événements, pourquoi pas faire des... Il y a des semaines de la science qui existent dans chacune des villes. Allons évoquer ces sujets pour que chacun puisse prendre conscience de ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il y a comment réguler. Est-ce qu'on doit renforcer le RGPD? Est-ce qu'on doit absolument mettre des pop-up quand on sait que ça vient d'une entreprise étrangère en disant attention, information qui peut être absolument biaisée? Je ne sais pas, hein. Ce sont des idées en échange. Ça peut être d'avoir peut-être des contrôles réguliers des algorithmes en disant bah, voilà, est-ce que l'information que vous diffusez soit les deux qualités, ou est-ce que le citoyen ou l'usager est au courant qu'il y a des biais absolument hallucinants? Parce que ça aussi, hein, les biais de données, il y a des vrais risques sur le recrutement, sur les voitures autonomes. Et il y a eu une université, des jeunes universitaires qui ont fait une étude là-dessus, en disant bah, si vous êtes une femme en surpoids et black, et ben vous aurez plus de chances de vous faire écraser qu'un homme blanc riche. Voilà. Donc il y a des vrais sujets, et ça c'est la manière dont on entraîne les. Donc il faut pouvoir avoir un regard sur les algorithmes, parce que les impacts, ils seront démocratiquement et même humainement très dangereux. Donc ça, il faut qu'on ait en tout cas le sujet. Et puis après, il faut former le législateur, les gouvernements, parce que des fois, on n'a pas tous collectivement conscience de ces enjeux-là. Il faut accepter de faire de la prospective, hein, et ne pas juger parfois aussi les politiques en disant mais nous, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est pas notre problème du quotidien. En fait, si. Si, absolument. Et ça concerne les enfants et l'avenir de chacun. Donc, il y a tous ces sujets qu'on doit travailler collectivement. Est-ce que vous comptez écrire d'autres livres, Monsieur Pierre-Alain Raffan? Oui. Oui. Je vais pas m'arrêter là. Mais justement, dans la lignée de celui-ci, on va écrire un abécédaire, c'est-à-dire que ce sera des petites fiches sur l'intelligence artificielle. Et on va prendre donc 26 situations, comme dans l'alphabet, et on va décrire ce qui se passe à peu près dans le monde sur la situation, les risques si on ne fait rien, les opportunités si on s'en saisit, et puis des éléments de débat pour que chacun puisse en parler dans les repas de famille. Mais ce n'est pas les sujets les plus sympathiques, hein, mais voilà, ou au café ou au bureau. Donc on va essayer de participer à la pédagogie de ces sujets.
Écoutez, on vous remercie. On de vous nous avoir remercie accueillis. infiniment de Mais nous c'est avoir moi. reçus. C'est moi qui vous remercie. On vous remercie pour ce bel échange, de nous avoir fait Merci. ouvrir les yeux sur beaucoup d'aspects d'un sujet qui est complexe, vaste, qui reste quand même un peu ambigu, mais je suis sûre que votre livre, Je vous en prie. Intelligence Pas de souci. artificielle et démocratie nous éclairera. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Je vous souhaite le meilleur aussi. Merci À bientôt. beaucoup. Merci Merci. beaucoup.